C'est Shai13B. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du tuto sur le système de connexion avec base de données. Donc, juste avant, on avait fait la préparation, la configuration du serveur. On avait créé les bases de données. Là, on va s'attaquer au script action.php. Donc, c'est-à-dire le script qui va permettre de se connecter et de s'enregistrer. En fait, le script qui va être utilisé sur la, sur la fenêtre de connexion. Le panel administrateur, ce sera un autre script, un fichier PHP différent. Là, pour l'instant, on va faire le programme de connexion. Donc, comme d'habitude, avant le tuto, on va faire quelques explications, surtout que là, ils vont être un peu importantes, les explications, puisque ça va nous permettre de voir comment on va crypter les choses, pourquoi les crypter, comment ça va marcher, enfin, à quoi il va servir le fichier .php. Donc, comme je vous l'ai dit, on va créer un fichier action.php. Et le fichier action.php va demander des informations avec la méthode get. Donc la méthode get, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est juste une méthode qui permet de, on va dire, de donner des paramètres au fichier PHP. Je sais pas trop comment le dire, mais en gros, on a la page PHP, donc c'est une URL, donc c'est un chemin vers un fichier sur le serveur, et on peut aussi lui donner des arguments qui peuvent ensuite être récupérés par le fichier PHP. Je vais vous montrer ça juste après, vous allez comprendre. Donc les informations qu'elle demande qu'il demande ce script action.php, c'est session ID, donc l'idée de session qui va permettre de crypter les informations. Donc, c'est-à-dire que quand le programme de connexion va se, quand le programme de connexion va appeler le script PHP, il va devoir lui donner un ID de session que lui va garder et qui va devoir générer lui-même. Il y aura aussi action qui est soit connect, soit register, c'est-à-dire que si le programme de connexion veut se connecter, et ben, il va mettre action égale connect. S'il veut s'enregistrer, il va faire action égale register. Et en fonction de l'action, il va pouvoir donner des informations. Donc user par exemple, ce sera le nom d'utilisateur, password, ce sera le mot de passe, et register key, ce sera la clé d'inscription. Donc par exemple, si je veux tenter une connexion, par exemple, j'appelle le script action.php, je lui envoie session ID avec en ID, action je lui mets connect, user je lui mets nom d'utilisateur, password je lui mets le mot de passe, et le script va ensuite s'exécuter, donc la page PHP va s'exécuter et va envoyer une réponse. Donc par exemple, OK si la connexion, enfin OK si le pseudo et le mot de passe sont corrects, si la connexion a fonctionné, et error invalide password par exemple, ou user not found si le si l'utilisateur n'existe pas ou si le mot de passe est incorrect. Donc maintenant, ça c'est ce en paramètres. Maintenant on va voir les types de retours qu'il y a. Donc il y en a deux différents. Il y aura soit OK et deux points avec les informations de OK. Donc par exemple, OK registered, OK 0, OK 1. Donc le premier OK registered, c'est quand on a fait un action égale register, donc quand on a appelé le script avec register et que ça a bien marché. OK 0, c'est quand l'utilisateur s'est bien connecté mais qu'il n'est pas premium. Et OK 1, c'est quand il est premium. Si vous comprenez pas tout pour l'instant, c'est normal. On va passer à la partie PHP juste après, vous allez comprendre. Et ensuite, donc, il y a le error avec un deux points toujours et le type d'erreur. Pourquoi les deux points? Comme ça, on peut faire un split du côté de VB pour récupérer la partie importante, c'est-à-dire à droite. Au moins, la première partie du split, dans le split, en fait, ça va séparer une chaîne de caractères, on lui donne les deux points, elle va nous redonner error et ce qu'il y a après. S'il y a error, on sait que c'est une erreur. Et après, en fonction de ce qu'il y a après, on va afficher le type d'erreur. Donc par exemple, voilà, error invalide session ID. Donc si on met pas de session ID, on va voir ce type d'erreur et un correct password si on essaie de se connecter et que le mot de passe est incorrect. Donc il y a plusieurs codes d'erreur, on va dire plusieurs types d'erreurs différents. Pour qu'on va tous les gérer. Donc il y a par exemple voilà, erreur BDD connection, c'est si la base de données, enfin si on n'a pas pu se connecter à la base de données, si elle est down, si elle a un problème, si l'utilisateur est mauvais, etc. User not found, c'est quand l'utilisateur n'est pas trouvé, c'est quand on ne trouve pas l'utilisateur, si on essaie de se connecter avec un pseudo qui n'existe pas. User already exist, quand on essaye de s'enregistrer et qu'un utilisateur du même nom existe déjà. No action, c'est quand on n'a pas défini d'action. Invalid key, c'est quand on a mis le mauvais register key, quand on veut s'inscrire, etc., etc. Donc, voilà, ça c'était vraiment la partie explication du script, enfin du fichier action.php. Maintenant, on va expliquer comment le programme fonctionne. Donc, le programme fonctionne tout simplement avec, donc, comme je vous l'ai dit, une page PHP et le programme à droite. Donc, à gauche, vous voyez le PHP et à droite, vous voyez le programme. Le programme, quand on va marquer le pseudo, donc par exemple Shai et un mot de passe AZERTY, quand on va appuyer sur se connecter, le programme va envoyer des informations à la page PHP. Donc ces informations, ça va être l'idée de session, l'action, donc connect, et le nom et le mot de passe. Le fichier PHP reçoit ces informations, elle va faire ses petits traitements, elle va faire ses vérifications sur la base de données, elle va faire tout son travail, et elle va nous retourner une valeur. Donc, par exemple, OK,
0 pour dire que l'utilisateur s'est connecté et qu'il n'est pas premium. Jusque-là, tout va bien. Le problème avec cette méthode, c'est que quand PHP va envoyer des informations, donc par exemple, elle envoie des informations comme ça, euh, un hacker ou un mec, un pirate, quelqu'un qui se connaît à peu près, peut très bien prendre cette information-là et la modifier, en- et donc la renvoyer au programme, envoyer une fausse information, du coup OK1, pour faire semblant que le programme PHP lui a envoyé par exemple OK1, donc qui signifie qu'il est premium. Donc voilà comment un programmeur, enfin un hacker peut se faire passer pour un premium très facilement. Et je dis bien très facilement parce qu'il y a des logiciels qui permettent d'intercepter les, euh, les données qui circulent enfin, entre l'ordinateur, avec un protocole HTTP, puisque c'est du HTTP. Donc, un hacker peut faire ça très facilement. Donc, la petite technique, c'est vraiment une petite technique de sécurité vraiment de base. Après, c'est à vous de l'améliorer, parce que c'est pas vraiment pas vraiment un tuto pour apprendre à sécuriser des données. Alors, on va juste apprendre à manipuler des bases de données SQL, mais on va faire un minimum de sécurité pour que ce soit un minimum sécurisé. Donc, le plus, c'est d'utiliser un crypteur. Donc là, la page PHP envoie des informations et le programme envoie des informations, pardon, et la page PHP va stocker l'idée de session quelque part sur sa page. Donc une session qui est juste en haut. Ensuite, elle va utiliser un crypteur. Donc un crypteur, comment ça marche? Il faut une clé et un message. Donc le message à crypter, ce sera tout simplement le message que va envoyer le PHP. Et la clé, ce sera une clé qui va permettre de crypter et de décrypter à la fois. Ça, c'est un crypteur vraiment de base. Après, il y a d'autres crypteurs qui ont des clés différentes. Mais bon, là, on va vraiment s'attaquer au crypteur de base. Du coup, le programme de connexion a le session ID puisque c'est lui qui l'a généré. Donc il le garde. Il le donne au PHP. Le PHP, quand il va générer la réponse, il va le crypter donc la réponse OK0 avec la clé qui est le session ID. Ça va retourner un message qui est lisible, qui va l'envoyer au programme. Le programme, il reçoit cette information, pas de problème. Il a un décrypteur aussi. Il va mettre dans le message ce qu'il a reçu. Et la clé, c'est l'idée de session qu'il a générée juste avant et qu'il a aussi envoyé à la page PHP. Et là, du coup, ça va générer la réponse. Et le programme va pouvoir euh, voir quel message était là. Du coup, ce qui passe sur le serveur, ce qui passe entre le fichier PHP et le programme de connexion, c'est juste un message crypté qu'on ne comprend pas. Et donc même si un hacker arrive à intercepter la connexion, eh ben, il ne pourra rien faire, à moins qu'il sache et qu'il comprenne que pour crypter, il faut le session ID, etc. Après, si vous voulez un truc plus sécurisé, vous pouvez soit utiliser d'autres méthodes, un vrai système d'idée de session, parce que ça c'est pas vraiment un système de session ID, mais un vrai système de session ID, je vous laisse vous renseigner sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser un truc tout simple, hein, par exemple, vous, vous choisissez de crypter avec l'idée de session plus l'utilisateur, par exemple ou un truc un petit peu plus compliqué pour pas que le hacker sache exactement comment il faut faire. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie PHP, on va commencer à coder. Alors, donc on va créer le fichier action.php. Donc on crée un nouveau document texte, on l'appelle action. Là, on enlève le point texte et on met PHP. Si jamais vous n'avez pas le point texte par défaut, il faut afficher les extensions de fichiers. Donc pour ça, vous appuyez sur Alt, vous allez dans Outils, Options des dossiers, vous allez dans Affichage et vous faites. Alors c'est. Alors attendez. Voilà, vous décochez ici, là, masquer les extensions de fichiers dans l'outil connu, vous le décochez pour que vous puissiez avoir le point .txt et pour que vous puissiez le changer. Donc là, par défaut, on va l'ouvrir avec Edge Notepad, comme je l'avais dit dans la présentation du tuto. Et donc, on va commencer par mettre les balises PHP. Donc, comme ça. Alors, pourquoi ça marche pas? Non, c'est bon. Hop, voilà. Et on va le coller. Hop. Donc là, maintenant, tout ce qu'on va écrire entre ces deux balises-là va être considéré comme du PHP. Donc, pour le test, on va juste mettre echo test par exemple, on va enregistrer et on va tenter d'héberger ce fichier sur le serveur pour voir si la page PHP fonctionne bien, pour voir si on arrive bien à héberger. Alors pour l'héberger, vous allez aller sur le site d'Hostinger, sur votre page d'hébergement, donc ça c'est ce qu'on avait fait dans le tuto d'avant, on avait géré la base de données en cliquant ici, gérer le fichier, etc. Là ce qu'on va faire là, pour, euh, pour transférer le fichier, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez passer par le gestionnaire de fichier, il y a un bouton upload, vous pouvez choisir le fichier à uploader, mais on va prendre l'accès FTP donc pour l'utiliser avec FileZilla parce que c'est plus simple, on peut directement le modifier, c'est plus rapide, etc. Donc vous cliquez sur accès FTP et là vous allez avoir les identifiants de l'accès FTP. Alors vous avez l'hôte, vous avez le port, bon, le port en général il ne change pas, l'IP ça ne sert pas trop vu qu'on a l'hôte, mais ce qui est le plus important c'est l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez défini juste avant, donc nous on avait mis AZERTY. Donc on va prendre l'hôte, on va le copier, hop, alors attendez, je sais pas pourquoi ça se copie pas, copier l'adresse du lien. On va aller sur FileZilla.
on peut directement le mettre ici, mais vu qu'on va se connecter plusieurs fois, on va créer un site, enfin on va créer un... Alors j'avais déjà fait un, on va le supprimer. Là on va faire un nouveau site, on va l'appeler tuto SQL. Alors l'autre, on va mettre ce qu'on a copié, port c'est 21. Ensuite, le nom d'utilisateur, on copie, c'est celui-là, donc là vous mettez normal, hop, et mot de passe c'était AZERTY. On fait OK, on regarde si ça marche, donc on va tenter de se connecter. Alors là, bon, là c'est la première fois qu'on se connecte, donc il faut accepter le certificat ou je sais pas quoi. On fait OK, et là on voit bien qu'on est arrivé sur le, voilà, le fichier public, public HTML, là où il y avait défaut.php et qu'on l'a supprimé. Donc là, le point .htaccess, on va le laisser. Et donc là, on va commencer à pouvoir uploader des fichiers. Donc, on prend le fichier qui est ici, on le glisse, et on voit bien qu'il a été uploadé, voilà, transfert réussi. Maintenant, on peut tester, on va aller sur le site. Donc, le site, c'était celui-là. On copie. J'ai pas copié. Bon, tant pis. Donc, c'est tuto SQL. Voilà, ici. Donc là, on voit voilà, que le fichier action.php est là. Donc, si on clique dessus, on voit bien qu'il y a marqué test. Et donc, que le fichier a bien fonctionné. Alors maintenant, on va... ouais, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va pas travailler sur ce fichier-là. On va le supprimer. On va travailler directement sur le fichier, enfin sur le FTP. C'est-à-dire qu'on va aller ici, on va faire afficher, éditer, et voilà, ça nous ouvre le fichier. Et du coup là, si je fais une modification, si je mets par exemple bonjour, j'enregistre, la FileZilla va me proposer d'héberger le fichier puisqu'il a détecté qu'il a été modifié, ça a marché, transfert réussi, et direct, si je fais F5, ça prend les informations en compte. Comme ça, on n'a pas besoin de glisser le fichier, etc. à chaque fois. On travaille vraiment directement sur le fichier du serveur. Alors, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qu'on va appeler action. Donc, on crée la classe action. Et dans cette classe action, en fait, c'est la classe qu'on va utiliser pour faire des actions. Par exemple, si on veut se connecter, on va faire action, un truc dans le genre comme ça, on va faire action, hop, connect, en donnant l'utilisateur et le password. Et donc là, du coup, il va falloir créer la fonction connect. Mais avant de créer la fonction connect, on va créer un constructeur. Qu'est-ce que c'est un constructeur? C'est que quand on va créer une nouvelle instance de la classe, qu'on va faire, par exemple, action égale à new action, ça, donc ça va permettre d'avoir une variable qui s'appelle action qui va contenir cette classe-là, qui va être une instance de la classe-là. Et du coup, après, on va pouvoir faire action connect comme ça, connect, hop. Mais du coup, quand on va faire ça, il va falloir créer un constructeur. Donc un constructeur, c'est une fonction qui va être appelée quand on instancie la classe. Quand on va instancier la classe, c'est-à-dire quand on va créer la classe. Du coup, ce qu'on va faire dans le constructeur, c'est qu'on va tenter de se connecter à la base de données. Dès qu'on crée la classe, tout de suite, on tente de se connecter à la base de données. Et une fois que la connexion a bien été établie, alors on peut continuer. Si elle n'a pas été établie, on envoie une erreur tout de suite. Alors pour créer le constructeur, c'est très simple, donc c'est une fonction normale, public fonction. Et le nom de la fonction, pour que ce soit un constructeur, ça va être le même que la classe. Donc si je mets action, là cette fonction va être automatiquement appelée. Donc on va la créer. Donc là par exemple si je mets echo, allez, on va mettre constructeur, et que on va instancier la classe, on va mettre new action, hop. Si j'enregistre, on va voir sur FileZilla, on va héberger. Voilà, si j'enregistre, on voit bien que si je fais F5, alors il y a juste une petite erreur, oui, j'ai dû oublier un point virgule. Hop, voilà. Voilà, on fait F5 et on voit bien qu'il y a marqué constructeur. Et pourtant, j'ai pas appelé la fonction, enfin j'ai pas appelé manuellement, on va dire, la fonction action. Mais c'est juste que c'est un constructeur et donc dès qu'on active, dès qu'on fait cette ligne, alors ça exécute ce qui est ici. Donc ici, on va pas mettre echo constructeur bien sûr, on va mettre la tentative de connexion à la base de données. Donc la base de données, il va falloir la stocker dans la classe. Donc pour ça, on va créer une variable qu'on va appeler, on va mettre en public, on va mettre public BDD par exemple. Et donc on va tout simplement remplir cette variable. Donc on va faire donc pour accéder à la variable, on va faire avec un petit this BDD. Donc là, on accède à cette variable ici. On va mettre est égal à new. Alors là, on va appeler une fonction, enfin une classe plutôt, qui va permettre de se connecter à la base de données. Donc ça, on va utiliser la méthode PDO. Il y a plusieurs méthodes, mais bon, ça, c'est une des méthodes. Donc PDO, il prend plusieurs paramètres. Il prend l'adresse du serveur. Alors ça, c'est une adresse un petit peu spéciale. Je vais vous laisser recopier. Donc c'est mysql host égale. Là, on va mettre l'host. Donc le host, en fait, c'est localhost. Pourquoi? Parce que la base de données est hébergée sur le même serveur que le fichier PHP, donc il n'y a pas besoin de mettre une IP ou quoi. On met ensuite un point virgule, et là on va mettre dbname. Dbname, on met deux points, on met égal, pardon.
Et DBName, en fait, ça va être le nom de la base de données. Donc, rappelez-vous, c'est celle qu'on avait ici. On va aller dans le tableau de bord, dans la base de données MySQL. Et le nom de la base de données, voilà, c'est celui-là. On va le copier. Euh, on le copie. Et ensuite, c'est bon. On rajoute un point virgule. Et là, on va devoir mettre l'utilisateur et le mot de passe. Donc, user et mot de passe ici. Le mot de passe, c'est AZERTY. On l'avait mis aussi. Et le nom d'utilisateur, c'est tout simplement celui-là. Voilà. Alors là, maintenant, donc on va mettre un point virgule. Là, maintenant, si ça a marché, bah, la variable va se remplir. Si ça n'a pas marché, ça va faire une erreur. Pour détecter l'erreur, on va tout simplement utiliser un try. Un peu comme sur VB, on va faire un try. On va le mettre ici. On va le faire sur une ligne pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc il va essayer ça. Si jamais il y a une erreur, donc avec un catch, exception X, voilà. Si jamais il y a une erreur, il va faire tout simplement. Voilà, on pourrait faire un écho erreur par exemple, mais on va faire un die plutôt. Comme ça va directement arrêter le script PHP. En fait, die c'est un peu comme un écho, sauf que juste après il arrête le PHP. En gros, die en fait c'est une sorte de écho et un end d'après. Ça va tout effacer et juste marquer ici. Ce qu'on va mettre là. Donc là maintenant, ce qu'on va mettre c'est error, comme on l'avait mis sur l'image. L'image qui est juste ici. Voilà. Donc la première erreur, c'est en fait la error BDD connection, c'est si jamais il y a une erreur de connexion à la base de données. Donc on va faire error BDD connexion. Voilà. Donc là, en fait, si jamais il y a une erreur dans la connexion à la base de données, alors il va mettre cette erreur. Là, on va tester, on va laisser ça ici, on va tester. Donc on héberge le fichier. Si j'actualise, alors il y a encore une erreur, excusez-moi, des fois j'oublie de faire un virgule, parce que voilà, c'est ici. On héberge, on Voilà, donc là ça n'a rien fait, c'est parfait, ça veut dire que la connexion a bien été établie. Maintenant on va volontairement faire une petite erreur, par exemple base, on va rajouter un petit D. On va voir s'il y a une erreur ou pas. Normalement il aurait marqué erreur quand on actualise. Bon là c'est un peu long, voilà. Error BDD connection. Donc c'est normal, la connexion de la base de données ne s'est pas faite, ça c'est dans le cas où ça ne marche pas. Donc on va remettre normal, et là maintenant on sait que ça s'est bien connecté à la base de données. Donc là c'est bon, le constructeur est terminé. On peut maintenant passer aux fonctions qui vont permettre de se connecter et d'en s'enregistrer. Alors, avant de commencer à créer les fonctions connect et register, on va créer une fonction qui va prendre en paramètre une requête SQL et qui va l'exécuter. Parce que c'est un code un petit peu chiant à faire, enfin un petit peu chiant, enfin oui, un petit peu chiant à faire. Et donc du coup, on va créer une fonction qui va le faire tout seul. Donc cette fonction, on va mettre en private. Pourquoi en private? Tout simplement pour qu'on ne puisse pas faire action et on va l'appeler execute query. Et pour pas qu'on puisse le faire directement ici. Il y a que la classe qui a le droit de le faire. Donc on va le mettre en private. Donc on va l'appeler execute query. Alors là, ce qu'elle prend en paramètre, donc c'est une query, donc une requête HTML qui ressemble à peu près à select hop from user par exemple. Donc ça c'est une requête HTML. Donc c'est ce qu'on va donner à la fonction. Elle va prendre query, elle va prendre les arguments, vous allez voir pourquoi. Et un autre paramètre, mais on va pas le mettre tout de suite, vous allez comprendre après. Alors, on va d'abord créer une variable réponse, response, qui va être égale à 10.bdd prépare. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour exécuter une commande, pour exécuter une requête SQL, il y a plusieurs solutions. Soit on l'exécute directement, donc par exemple, regardez, la requête pour récupérer un utilisateur dont le nom d'utilisateur est égal à quelque chose, donc c'est select n'importe quoi from user where user égale à shy par exemple. Voilà. Là, ça va me retourner l'utilisateur dont le user, dont le pseudo en fait est shy. Le problème, c'est que si je laisse comme ça et que je fais que je remplace ici, eh ben, il y a une faille SQL qui s'appelle l'injection SQL qui peut être faite. Le mec ici, vu qu'il pourra mettre n'importe quoi dans la case pseudo, il va pouvoir mettre n'importe quoi ici, il pourra très bien mettre par exemple une guillemets, euh, and, ok, un truc comme ça, enfin and 1, et du coup, la requête SQL sera toujours validée. Enfin, en tout cas, pour éviter les injections SQL, il y a une autre méthode qui consiste à faire ça, à mettre un point d'interrogation. Cette requête-là, on la met dans la fonction prépare, donc c'est ce qu'on va mettre ici, c'est ce que la query va recevoir. Et ensuite, les arguments, ça va être tout simplement un tableau. Donc, si jamais il y a plusieurs requêtes, par exemple, on password,
Bon, ça c'est pas logique, mais bon, on s'en fout. S'il y a plusieurs ça, il va donner un tableau qui va contenir l'utilisateur et le mot de passe. Et ça va tout simplement remplir quand on va exécuter la requête. Donc là, c'est pour ça qu'on la prépare avant. Donc on la prépare. Ensuite, on va l'exécuter. Hop, exécute avec les arguments. Args, c'est tout simplement un tableau tout simplement un tableau qui va contenir toutes les valeurs à mettre dans la query, donc dans les points d'interrogation qu'on a mis. Vous comprendrez juste après, hein, quand on va commencer à utiliser cette fonction, vous allez comprendre. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir récupérer. Alors là, il y a plusieurs solutions. C'est soit on récupère toutes les valeurs, parce il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir plusieurs utilisateurs différents, enfin avec le même pseudo par exemple. Enfin, on va faire une sécurité pour qu'il n'y ait pas ça, mais au cas où, il peut nous retourner plusieurs valeurs de la base de données. Vous allez voir ici. Je vais accéder à la base avec phpMadmin, hein, comme je vous ai montré. On va dans User. Bon là il n'y a aucun utilisateur, mais imaginez qu'il y a deux ou trois utilisateurs et que je fais select étoile from user. Donc ça va me retourner tous les utilisateurs. Donc il faut deux solutions. Soit il me renvoie la première valeur, c'est ce qu'on va faire, soit il me renvoie toutes les valeurs. C'est dans le cas où on va utiliser, par exemple dans le admin.php, où on va le script qui va s'occuper du panel administrateur, c'est on va devoir l'utiliser pour récupérer tous les utilisateurs. Donc on va tout simplement créer un autre argument à la fonction. On va l'appeler fetch. Par défaut, il est à true. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer que la première valeur. Fetch, c'est est-ce qu'on récupère la première valeur ou toutes les valeurs. Donc là, on fait if fetch. Donc si jamais fetch il est à true, alors on va créer une variable data qui va être égale à response fetch. Si vous comprenez pas ce que je marque ici, c'est normal, hein, c'est du PHP, c'est des fonctions de SQL. Mais bon, je vous conseille d'aller voir le tuto de Open Classroom pour savoir comment se connecter et et accéder à une base de données avec le PHP. Et il explique tout ça. Là, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas le PHP. Il faut essayer de comprendre, enfin, il faut essayer de suivre quelques tutos pour pas être trop perdu. Ensuite, réponse close cursor, ça c'est pour arrêter la requête en fait. Et ensuite, on va tout simplement retourner la donnée qu'on a reçue. Donc, ce que j'ai fait là, en gros, c'est que si fetch égale à true, donc là par défaut il est à true, c'est-à-dire que si je mets rien, il sera à true. Si fetch est activé, alors je récupère la première valeur. Pour récupérer la première valeur, je la stocke dans data, data égale à response.fetch. En fait, quand j'appelle la fonction fetch de response, ça va me récupérer la valeur suivante. Là, vu qu'on n'en a récupéré aucune, ça va récupérer la première. Si je voulais récupérer la deuxième, j'aurais mis une deuxième fois response.fetch, etc. Là, on va mettre juste la première. Ensuite, je fais réponse close cursor pour arrêter la requête. On fait prépare, exécute et cursor, c'est l'ordre dans lequel il faut faire. Et je retourne la data. Ensuite, on va mettre juste un petit else au cas où fetch, on le met à false. Et on va retourner directement, on va faire directement un retourne de la réponse. Point virgule. Là c'est bon, on peut enregistrer. On va juste essayer, voir si j'ai pas fait d'erreur. Enfin si j'ai pas doublé le point virgule. Voilà, ça c'est fait. F5. Voilà, c'est bon. Tout a marché. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir aussi créer une dernière petite fonction qui va nous servir. C'est la fonction userExist. Donc on va faire un private aussi. Euh, Fonction, on va la mettre userExist. Alors userExist, elle va permettre de faire quoi? Elle va prendre le paramètre un utilisateur, donc un pseudo. Elle va retourner euh, true si l'utilisateur il existe et false s'il n'existe pas. Alors cette fonction elle va utiliser execute query puisqu'elle va exécuter une commande SQL et donc on va justement voir comment utiliser la fonction execute query. Donc on va stocker la valeur de retour de execute query dans une variable qui s'appelle data. Donc data, on va faire data égale. Donc data égale quoi? Tout simplement au retour de execute query, donc on va mettre 10 execute query et entre parenthèses on va mettre la requête SQL et le tableau. Donc d'abord la requête SQL ça va être select étoile from user where user égale point d'interrogation. Donc là ce que j'ai fait tout simplement, on ne peut pas mettre le point virgule. Aussi à la fin de la requête SQL il y a un point virgule. Bon déjà enfin, ça dépend, des fois c'est pas obligé de le mettre mais là on le met. Donc ce que j'ai fait là, donc select, je récupère tous les utilisateurs de la table users qui est ici, la table user. Je vais récupérer toutes les informations, mais seulement ceux dont l'utilisateur, dont la colonne user, excusez-moi. Attendez d'ailleurs, on va ajouter quelques valeurs pour tester. On va en insérer. On va mettre shy, mot de passe 1, 2, 3. Ça on laisse. Et ça on va mettre celle d'aujourd'hui à minuit, on s'en fout. On peut exécuter. Voilà, bon là c'est normal parce que j'ai pas mis banned et premium. On va rajouter une deuxième, on va mettre user.
1. Et on va mettre AZ de AZERTY. Ça on laisse. Et on met aujourd'hui aussi, on va mettre voilà, 8 heures. Exécuter. Du coup, si j'accède à la table, on voit bien qu'il y a deux valeurs, shy 1, 2, 3, 0, 0 et user 1. Donc, on va tester la fonction. Juste avant, oui, là, d'abord, il faudra donner ce qu'on a ici. Donc, vu que c'est un tableau qu'il demande ici, alors on va créer la fonction array qui va créer un tableau tout simplement avec ce qu'on va lui donner. Et le tableau, ça va tout simplement être user. On ferme la parenthèse. Et là, c'est bon. Là, on a exécuté notre commande. Data va contenir la valeur de retour de cette requête. Donc, select, si par exemple j'appelle la fonction user_exist avec shy, ça va tout simplement faire la requête select equal from user where user égale shy. Et donc, du coup, ça me récupérer cette ligne-là. Donc là, c'est bon, la fonction elle marche. Il faut juste maintenant vérifier, enfin retourner true si ça existe, enfin si l'utilisateur existe et false si s'il n'existe pas. Pour ça, on va juste vérifier si data est empty, enfin si data est vide. Empty, c'est juste une fonction qui dit si une valeur est vide ou pas. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on va enlever les accodes vu qu'il y a une seule ligne. Donc si jamais, il manque une parenthèse, si jamais data en fait ça va retourner une sorte de dictionnaire, un tableau, et qui aura plusieurs clés. Donc la clé user, c'est simplement ce qu'on a ici. Voilà, ici, dans cette case-là. Donc data en fait, cette requête-là, il va me récupérer toute cette ligne-là, toute la première ligne qui est ici, hop, ici, donc shy. Et si je veux récupérer le user, je fais data entre colonnes user. Si je veux récupérer le password, je mettrai password ici. Si je veux récupérer la registration date, pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement vérifier si le user est vide. Donc s'il est vide, alors je retourne false pour dire que l'utilisateur n'existe pas. Sinon, je retourne true. On peut simplifier ça en une seule ligne. Ouais, ça en une seule ligne, en retournant tout simplement un petit de data, enfin à l'envers. Mais bon, on va faire comme ça pour que ce soit plus lisible. On enregistre et juste avant d'uploader le fichier, on va le tester. Donc on va faire action, on va faire if action use. Ah ouais, bon, je peux pas le. On va juste le mettre en public juste pour l'instant pour faire les tests. Donc if action user exist, par exemple shy. Alors echo shy exist. On va mettre utilisateur user exist. On va mettre OK. OK. Sinon, echo error. Juste pour test. Ça, c'est vraiment juste un test, hein. J'ai pas mis les points virgules encore. C'est bon. J'en ai pas oublié. C'est bon. On enregistre. On va tester. Donc, il me demande d'uploader. On accepte. Transfert réussi. C'est bon. Et maintenant, on va faire un F5. Voilà. OK. Parce que l'utilisateur existe. Maintenant, on peut voir que ça a bien marché, hein. Ça va appeler la fonction user_exist. Ça a appelé avec shy. Donc, ça a fait la requête SQL. Celle-là, avec user égale shy. Ça a vérifié si le user était vide. Là, il n'est pas vide. Donc, ça a mis true en utilisant bien sûr la fonction execute query. Donc maintenant on va tester avec un autre utilisateur, par exemple, on va mettre n'importe quoi, on enregistre, on fait oui, et on va tester. Et là du coup voilà, erreur parce que l'utilisateur n'existe pas. On va faire un dernier petit test, et après on va commencer à attaquer le code vraiment, avec user1 qui existe, on actualise, et là ok, parfait. La fonction user_exist fonctionne. Du coup ça on n'a pas besoin, on peut enlever. Et donc là, une fois qu'on a ces deux fonctions, on va la remettre en private, on va pouvoir commencer à attaquer la fonction connect. Alors on va tout de suite la créer. Celle-là par contre elle sera bien sûr en public puisqu'il faut qu'on puisse faire action avec la flèche et connect pour se connecter. Donc, ce sera une fonction, on va l'appeler connect. Et elle va prendre tout simplement comme paramètre le nom d'utilisateur, donc user, et le mot de passe, qui n'est pas crypté bien sûr. Enfin qui n'est pas crypté quand elle recevra un paramètre. Alors le mot de passe, euh, on va tout simplement vérifier dans la table utilisateur qu'il y a bien un utilisateur qui correspond au mot de passe, enfin à l'utilisateur et au mot de passe. Donc pour ça, on va d'abord ce qu'on va faire d'abord, ça va faire en plusieurs étapes pour la fonction connect. En première étape, on va vérifier si l'utilisateur existe en utilisant justement cette fonction-là. Donc if donc this user existe, voilà, il est directement ici. Donc user en donnant l'utilisateur qu'on a récupéré ici. Donc si je me connecte avec l'utilisateur n'importe quoi, enfin qu'on marque n'importe quoi, bah, tout simplement d'abord vérifier avant de faire avant
On va le vérifier sur la base de données. On va tout simplement vérifier que l'utilisateur existe bien. Donc if, donc s'il existe, alors, enfin voilà, s'il n'existe pas en fait, on va directement faire ça. S'il n'existe pas, alors direct, on va retourner une erreur. Et l'erreur, ça va être error, donc là, du coup, ça va être user not found. Voilà, donc ça, c'est un deuxième type d'erreur qui est ici, là. Voilà, user not found. C'est le deuxième qu'on fait. Après virgule, on n'oublie pas. Et du coup, là, c'est bon. Si jamais l'utilisateur n'existe pas, alors ça ne va pas continuer, ça va directement retourner error. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, on va commencer à faire la fonction connect. Donc, on va pareil stocker. En fait, c'est à peu près la même chose qu'ici, hein. On va d'ailleurs le copier. Hop. Donc, on exécute la query select tout, enfin n'importe quoi from user, where user égale ça. On va mettre user aussi pareil. Donc là, ça change pas. Et ensuite, on va juste faire un petit test de si data password est différent de MD5. Je vais vous expliquer, hein. Est différent de MD5 de pass. Alors, on retourne error, deux points, incorrect, password. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai tout simplement récupéré, enfin exécuté la requête select étoile from user where user égale ça. Donc du coup, si je mets shy, ça va me récupérer cette ligne-là. Donc data va contenir, la variable data va contenir toute cette ligne-là. Et ensuite, je vérifie tout simplement que si le password, donc cette case ici là, cette case qui est ici, pardon, est différent de MD5 de pass. Donc là, vu que le password, je reçois, alors là, c'est password, on va le mettre pas, c'est mieux. Voilà. C'est bon. Donc si la data password, là vu que c'est crypté en MD5, il y aura un truc, il y aura un truc en MD5 ici. On va juste vérifier que ce qu'il y a dans cette case est différent de MD5 de pass. Pass, je vais recevoir le pass directement, donc 1, 2, 3 par exemple. Et je vais tout simplement vérifier que le MD5 de 1, 2, 3 est égal à ça. S'il est égal, c'est-à-dire que le mot de passe est correct. S'il est différent, ça veut dire que le mot de passe est incorrect. Donc là, dans le cas où il est différent, le mot de passe est incorrect. Sinon, donc on va mettre un else. Alors on va retourner OK. Mais avant de retourner OK, il faut d'abord vérifier que si l'utilisateur n'est pas banni. Donc on va refaire la même chose, if data banned égale à 1. Donc là, c'est simplement, une fois qu'on a récupéré, en fait, une fois qu'on a récupéré cette case, on peut faire ce qu'on veut, on peut vérifier ce qu'on veut. Donc là, je récupère tout simplement cette case-là, donc la banned, et si elle est égale à 1, alors je vais tout simplement, non c'est bon, je vais tout simplement retourner une erreur, on va mettre user banned. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et sinon, donc dans le cas où le password est correct et qu'il n'est pas banni, alors on envoie OK. Alors on va juste écrire else, on retourne. Alors on va mettre OK directement comme ça, enfin on pourrait, mais ce qu'on va faire c'est que, rappelez-vous ici, il faut mettre OK, deux points, et s'il est premium ou s'il n'est pas premium. Donc OK, deux points et des infos. Donc on va mettre OK, deux points. Pour écrire la suite, c'est pas comme dans VB où on met un et, il faudra juste mettre un point. Et là on va mettre 1 s'il est premium et 0 s'il n'est pas premium. Donc on pourrait faire un autre if, else if, etc. Mais on va directement mettre data premium. Voilà, et là du coup, si ça a marché, ça va me renvoyer OK, deux points, et la valeur non premium. Donc s'il n'est pas premium, ça va m'envoyer 0. D'ailleurs, on va mettre shy à premium et l'autre sans premium. Et on va mettre banned aussi après, pour faire des tests. Donc là, c'est bon. Je vérifie juste s'il n'y a pas une petite erreur de syntaxe, si on n'a pas mis une petite parenthèse ou quoi. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon normalement. On va tester. Donc on va appeler la fonction action connect. Dans action connect, on va lui mettre comme utilisateur shy et comme mot de passe 1, 2, 3. Ok. On va faire un écho de ça, puisqu'il retourne une valeur, une chaîne de caractères, on va faire un écho de ça. On teste. Alors avant, bien sûr, il va falloir stocker le MD5 du password. Donc on va aller dans MD5 crypt, voilà, j'avais déjà fait en plus. On va aller ici. Non, celui-là, non. Celui-là. Voilà. Donc on va crypter, par exemple, 1, 2, 3 comme mot de passe. Donc là, on a le MD5. On va le mettre dans la base de données. Voilà, parfait. Et donc user 1, son mot de passe, ça va être passe 1.
le crypt. Voilà. Maintenant, on va tester notre programme. Alors, pour donner des arguments au programme, ah ouais, donc, du coup, là, ouais, non, c'est bon, là, justement, là, c'est bon, on ne fera pas pour l'instant. Donc, on teste, et voilà, OK 1. Pourquoi 1? Parce que je me suis connecté avec Shy et 1, 2, 3, et on voit bien que je suis premium. OK, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné, et premium. On va tester dans le cas où l'utilisateur n'existe pas. Donc, on va mettre, par exemple, n'importe quoi. Donc là, du coup, ce qu'il va faire le programme, c'est que cet utilisateur-là, il va le tester avec la fonction user_exist, et du coup, il n'existe pas, il va envoyer user not found. On teste en actualisant la page. Et voilà, error user not found. On va tester un autre truc. On va mettre shy avec un mauvais mot de passe cette fois-ci. Mettre 1, 2, 3, 4 par exemple. On enregistre et on héberge. Et là du coup, si j'actualise, voilà, incorrect password. Pourquoi? Parce que dans la fonction ici connect, là ça a récupéré la bonne ligne. Et ensuite on avait juste vérifié si le data password était différent de MD5. Et là du coup c'est pas passé puisque 1, 2, 3, 4, le MD5 dans le 3, 4 c'est pas le même que le MD5 qui est ici. Enfin qui est ici. Du coup, incorrect password. Ensuite, on va tester avec un utilisateur qui est banni. On va mettre user1, on va le bannir par exemple. On va tester user1, le mot de passe était passe1. Donc user1, passe1. On enregistre. Voilà. Et du coup, si on actualise, voilà, error user banned. Donc là, c'est bon. La fonction connect fonctionne. Elle fonctionne parfaitement. Donc là, c'est bon. On peut commencer à créer la fonction register. Alors la fonction register, ce sera à peu près, enfin pas vraiment la même chose, mais ce sera sur le même principe. Vous allez voir. Register. Elle prend donc un utilisateur, un mot de passe, donc avec lequel l'utilisateur veut, enfin le mot de passe de l'utilisateur que l'utilisateur a choisi, et la clé d'inscription qu'il a rentrée. On enregistre. Alors là, en fait, oui, je vous ai pas dit, mais en fait, ces valeurs-là qui est ici, elles vont simplement être récupérées avec les paramètres get. Donc, enfin, on va montrer juste après. D'abord, on s'occupe de créer la classe action, et ensuite, on va s'occuper d'appeler les bonnes fonctions au bon moment. Donc, pour l'instant, on va juste créer les fonctions. Ça, on peut enlever. Hop. Donc la fonction register, elle prend donc un utilisateur, un mot de passe et une clé d'inscription. Donc ça, c'est l'utilisateur qui doit s'inscrire avec ce mot de passe-là et la clé d'inscription qui est ici. Alors, avant de commencer, il va falloir vérifier si l'utilisateur existe. Parce que si l'utilisateur existe déjà, alors il y a un problème puisqu'on ne peut pas créer deux fois le même utilisateur. Mais bon, juste avant, on va d'abord vérifier aussi que la clé d'enregistrement est bonne. Donc on va stocker pareil, on va prendre la même ligne en fait, puisqu'on va exécuter nos requêtes. Là, par contre, la requête ne sera pas la même, puisque pour vérifier si la clé existe, c'est pas dans la même table, c'est pas dans la table user. Rappelez-vous, on a créé une deuxième table qui est register case, et on va devoir accéder à cette table-là, justement. On va rajouter quelques valeurs d'ailleurs. On va mettre la clé, on va mettre A, B, C, D, E, F, user, rien du tout. On va mettre une deuxième, euh, A, B, C, A, B, voilà, A, B, C, A, B. Du coup, si je fais afficher, voilà, on voit bien qu'il y a deux clés, avec nul, non, on avait dit 5. Voilà, c'est bon. Donc nul, ça veut dire qu'il n'y a aucun utilisateur qui est enregistré avec. C'est bon. Donc là maintenant, on va devoir vérifier si la clé d'inscription qui a été donnée en paramètre à la fonction ici existe dans cette table-là. Donc on va faire la commande suivante, la requête suivante plutôt. Voilà. Where. Et là, ce sera register key égale quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait ici avec bien sûr en paramètre on donne ça. Là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On va exécuter la commande select, donc toute la ligne en fait. On va sélectionner toute la ligne de la table register key, donc de cette table ici. Where register key, donc dans le cas où cette case-là est égale à la clé qu'on a renseignée dans la fonction. Donc ça, bon, c'est bon, on a la donnée. Maintenant, il faut vérifier si le data il est vide ou pas. Donc pareil que pour l'utilisateur, enfin pareil que pour user exist en fait. Si data est empty au niveau de register, je sais pas pourquoi je mets le E en majuscule à chaque fois. Register key, hop. Alors, retourne. Donc là, c'est dans le cas où la clé d'inscription n'existe pas. Donc on va retourner une erreur et on va mettre en valide. Ok, voilà, point virgule.
Donc là, ça a tout simplement vérifié. Ça fonctionne de la même façon que le user exist, hein, sauf qu'on le fait sur une table différente avec des valeurs différentes. Mais sinon, elle va juste vérifier si la register key existe, et si elle n'existe pas, donc s'il est vide, alors on retourne error invalid key. Et du coup, la suite ne se fera pas. Une fois qu'on a fait ça, il faut vérifier si l'utilisateur, enfin si la clé d'inscription n'a pas déjà été utilisée. Du coup, pour ça, on a juste à récupérer cette case ici. Donc ça, c'est pareil, hein. Si, là, du coup, c'est s'il n'est pas vide, donc s'il est plein en fait. Donc de data, voilà. Donc si jamais il est plein, alors on va mettre, je vais vous expliquer encore, ne vous inquiétez pas. On va mettre allez, gay already used. Voilà. Donc là, on récupère la ligne avec la clé qui est ici. Si la clé existe, alors, enfin si la clé n'existe pas plutôt, alors on met une erreur invalid key. Voilà, donc si elle est vide, register key, s'il n'y a rien du tout, si on l'a récupéré, on met une erreur. Et si jamais elle existe, puisque là ce sera passé, si jamais elle existe mais que l'utilisateur n'est pas vide, donc s'il est plein, s'il y a quelque chose dans la case utilisateur, alors on affiche une erreur pour dire que la clé a déjà été utilisée. Là c'est bon, là on a fait les vérifications pour la clé. Maintenant il va falloir faire pour la clé qui est ici, on va faire maintenant les vérifications sur l'utilisateur, on va voir s'il n'existe pas, enfin s'il existe plutôt. On va le faire ici. Donc if, mais en fait c'est la même chose qu'ici, hein. On va juste le copier. Sauf que c'est l'inverse. Avant, on vérifie s'il n'existait pas. Là, on va vérifier s'il existe. Donc s'il existe, if user existe, alors on retourne une erreur et on va mettre user. Non, pas. Ouais, à l'origine. Existe. Je vais juste vérifier qu'on avait bien mis ça. Ah oui, il s'est bien user origin existe. Donc ça veut dire que l'utilisateur existe déjà. Donc si jamais on veut créer le compte Shy et qu'il existe déjà puisqu'il est ici, alors ça va afficher une erreur. Vous voyez, pour récupérer un compte, il y a plusieurs, enfin pour créer un compte, il y a plusieurs étapes. Il faut faire plusieurs vérifications. D'abord vérifier si la clé d'inscription est bonne, ensuite si elle n'est pas déjà utilisée, et ensuite si l'utilisateur existe. Après, vous pouvez faire plusieurs autres vérifications, par exemple vérifier si le nom d'utilisateur, si le pseudo ne contient pas des caractères spéciaux, s'il n'est pas trop long, s'il n'est pas trop court, si le mot de passe est bien sécurisé, etc. Mais bon, ça après vous faites ce que vous voulez, ce sera les vérifications, elles se feront tous ici, hein. Mais bon, là pour l'instant, on va faire vraiment le plus simple possible pour que ce soit trop encombrant. Donc là maintenant, on va exécuter les requêtes qui vont permettre d'insérer des valeurs dans la base de données. Là maintenant, on est sûr que tout est bon, qu'on peut commencer à s'inscrire. Donc pour exécuter la requête, pareil que d'habitude, this.bdd. Avant on faisait data égale this.bdd, mais là on n'a pas besoin de récupérer la valeur de la requête. Donc on va tout simplement, alors c'est pas this.bdd, excusez-moi, c'est this execute query. Donc on va exécuter une requête SQL, et la requête, là on va tout simplement insérer dans la table user le nouvel utilisateur. Donc la requête c'est insert, avant c'était select, c'était pour récupérer, là c'est insert, donc into. Là, on met la table c'est la table user, et les valeurs, là, on devrait les mettre dans l'ordre entre parenthèses, avec un point virgule. Donc dans l'ordre, rappelez-vous, pour la table user, c'est l'id, l'utilisateur, le mot de passe, est-ce qu'il est banni, est-ce qu'il est premium, et la date à laquelle il s'est inscrit. Donc la première valeur, c'est l'id, on n'a pas besoin de la même puisqu'elle se met tout seul. Ensuite, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est celui-là. Bien sûr pas mettre user ici, on va faire la même méthode que d'habitude avec le point d'interrogation. Pour le mot de passe, pareil, on va devoir le crypter, enfin le mettre dans la base de données, mais en mode crypté. Ensuite, est-ce qu'il est banni? Non, donc 0. Est-ce qu'il est premium? Non, c'est 0. Et ensuite, la date, enfin le time. Le time, on peut le faire en HTML, il y a une fonction qui permet de récupérer l'heure actuelle du serveur, mais on va le faire en PHP, c'est mieux. Hop, et on fait le point virgule. Du coup, le deuxième argument, c'est toujours un tableau dans lequel on va mettre tous les points d'interrogation. Donc là, il y en a 3, donc il y aura 3 arguments ici. On va mettre un point virgule. Premier argument, c'est l'utilisateur, donc user. Donc là, c'est bon, ça passe. Deuxième argument, c'est le mot de passe. On va pas mettre passe directement parce que le problème, c'est que si on met ça, la base de données va insérer une valeur qui n'est pas cryptée. Donc pour la crypter, on va tout simplement mettre MD5 devant. Voilà, on va crypter le mot de passe en MD5. C'est bon. Et le troisième argument, ce sera l'heure du serveur. Donc l'heure du serveur, on va créer une petite fonction, enfin une toute petite fonction qui permet de récupérer l'heure. On va l'appeler get
time. Voilà, normalement c'est bon, je vérifie s'il n'y a pas une erreur de parenthèse, c'est bon, on enregistre. Et getTime, cette fonction-là, on va la créer. On peut la créer soit dans la classe, soit on va la créer à l'extérieur, c'est mieux. Comme ça, si jamais on a besoin de la réutiliser autre part, on pourra le faire. Donc, on va l'appeler, voilà, c'est bon, j'ai appelé, on va faire public. On n'a même pas besoin de mettre public en fait, on peut mettre directement fonction getTime. Elle ne prend rien en paramètre. Et alors pour getTime, il va d'abord falloir définir le fuseau horaire, donc c'est date défaut set time zone, voilà, celle-là, 7. Fuseau horaire, vous mettez Europe, moi je mets Paris. Donc là c'est bon, on a défini le fuseau horaire. Et ensuite il faut retourner tout simplement la date. Et pour retourner la date, il y a une fonction qui s'appelle date. Et cette fonction elle prend en paramètre le format de la date. Donc le format de la date, ça va être année-mois-jour, espace, heure-seconde. Donc, par exemple, si c'est, par exemple, on va dire 2016, ensuite ce sera le mois, donc on va mettre 06 par exemple, le jour 15, l'heure on va mettre 10h32 et 10 secondes. Donc ça c'est vraiment le format de la date. Bien sûr on va pas retourner ça, puisque date il prend un format spécial qui permet de dire qu'est-ce qu'on veut récupérer. Donc si on met Y c'est l'année, donc tiré, M c'est le mois, ensuite T c'est le jour, on met un espace, on va mettre ensuite un H pour l'heure, I ensuite bon, c'est les minutes, et S c'est les secondes. Donc là du coup ça va nous retourner la date sous le format que je vous ai dit juste avant. Donc année-mois-jour, espace, heure-minute, heure, 2 points minute, 2 points seconde. Donc c'est bon, on a fait la fonction getTime, et du coup ça devrait fonctionner ici. Donc là maintenant on a fini la fonction register. Normalement il n'y a pas besoin enfin, pas besoin de faire plus. Ah non excusez-moi, oui. Il faut déjà bien sûr retourner que ça a bien marché, mais avant, un truc très important, c'est de remplir la case ici. Puisque une fois qu'on a inscrit l'utilisateur, il faut dire que la clé d'enregistrement a été bien utilisée. Donc pour ça va être à peu près la même chose, enfin à peu près la même requête, enfin la même ligne. Donc donc c'est pas insert, c'est update. On va d'ailleurs tout supprimer puisque c'est pas très pratique sinon. On va laisser le array, voilà, puisqu'on fera remplir des trucs. Donc on va mettre update. Update, c'est une autre fonction SQL, enfin une autre requête, un autre type de requête SQL qui va permettre de. En fait, select c'est pour récupérer des valeurs, insert c'est pour insérer des valeurs, et update c'est pour les modifier. Là, on va modifier la ligne en fait où il y a la bonne clé. Donc c'est update. Donc, la table c'est register key. Voilà. On va mettre set user égale. En fait, on veut setter, en fait, on veut modifier cette case là. Donc set user égale point d'exclamation, point d'interrogation, parce qu'on va mettre après. Where register key égale à point d'interrogation, pardon. Donc là, ce qu'on a fait, c'est simplement la requête suivante. On va update la table register case qui est ici. On va définir le user a quelque chose qu'on va mettre ici. Donc on va définir la case user ici, dans la case où register key égale à ce qu'on va mettre ici aussi. Donc si on remplit, ça va donner ça. User, on va mettre le user ici, et register key. Voilà. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que si j'envoie un nouvel utilisateur, par exemple user2 avec la clé d'enregistrement ABCDEF, la requête, ça va être la suivante. Update register key set user égale user2. Donc je mets user2 dans la case où il y a ABCDEF. Donc enfin ABCDE plutôt ici. Donc là, du coup, ça va mettre user2. Une fois qu'on a fait tout ça, on retourne un petit OK qui montre que ça a bien été enregistré. On va mettre register red. Voilà, point virgule. Là, c'est bon. Et on peut commencer à tester. Alors, avant de faire les grands tests, on va essayer de faire un petit action register. On va faire plusieurs tests différents. Un test où la clé d'enregistrement, la clé d'inscription n'existe pas, un où elle est déjà utilisée, un où les utilisateurs existent déjà, etc. Donc déjà on va faire la clé d'inscription qui n'existe pas. Donc on va mettre n'importe quoi. Donc ça c'est le nom d'utilisateur, on va mettre user2. Le mot de passe c'est passe2. Et troisième argument, donc register key qui est ici, on va mettre n'importe quoi. C'est les trois premiers mots qui m'ont venu à l'esprit comme ça. Voilà. On upload et on regarde ce que ça fait.
Alors là, ça n'a rien fait. Il doit y avoir une petite erreur. On va vérifier ce que c'est tout de suite. Oui, bon, c'est moi qui n'ai pas écrit la réponse. Voilà, on met juste un écho devant pour que ce qui est retourné, ça s'écrit. On upload le fichier. On actualise. Voilà. Error invalid key. Pourquoi? Parce que j'ai mis une mauvaise clé qui est ici. La requête SQL qui est passée ici, donc ça a sélectionné toutes les colonnes de la table register case où register case est égal à AZE, sauf que dans la table register case, AZE n'existe pas. Du coup, cette condition-là est passée, puisque data et register key était vide, du coup, invalid key. Maintenant, on va mettre key already used. Donc, on va faire en sorte qu'une clé a déjà été utilisée. On va mettre par exemple celle-là. On va mettre shy. On va dire qu'elle a déjà été utilisée pas par shy justement, par l'utilisateur shy. Et donc c'est ABC AB. On va tester de s'inscrire avec cette clé-là. Hop. Et si j'actualise, voilà, key already used. C'est pareil, hein. Là, la fonction s'est exécutée jusqu'à là, elle est passée ici. Parce que la case user de la clé register, de la clé d'inscription ABCAB n'est pas vide. Du coup, ça a mis que la clé a déjà été utilisée. Maintenant, on va mettre une bonne clé, une clé qui fonctionne, donc A, B, C, D, E. Là, c'est une bonne clé qui fonctionne. Sauf que le mot de passe, enfin, sauf que le nom utilisateur, on va mettre shy, alors qu'il existe déjà. On va voir ce que ça fait, on va voir si ça a bien fonctionné. On actualise, et voilà, user already exist. Là, c'est normal, c'est passé juste ici, là. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a passé toutes ces conditions, si jamais l'utilisateur n'existe pas, par exemple user 2, alors les deux requêtes, celle qui insère la nouvelle donnée dans la base user, donc celle qui va insérer une nouvelle valeur ici, et l'autre requête qui va modifier la table ici, la donnée ici. Donc on teste. Est-ce que j'ai uploadé? Non, c'est bon. Voilà, on teste avec user 2. Hop, et voilà, OK, registered. Donc là maintenant, on va voir si ça s'est bien enregistré. On va aller dans la table user et on voit bien qu'il y a un nouvel utilisateur, user 2. Ça, on va le décrypter. Vu que j'ai déjà crypté, on peut le décrypter juste après. Et on voit bien que c'est pass 2. C'est ce qu'on a mis juste ici. Voilà, bon, c'est pour ça que je vous ai dit que MD5 c'est pas très sécurisé parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un crypte quelque chose dans un site comme celui-là, et ben, il est tout simplement stocké dans une base de données qui répertorie tous les mots de passe MD5. Du coup si je crypte un truc qui est très compliqué, je suis obligé de le crypter et tout de suite après je vais pouvoir le décrypter puisqu'il aura stocké que ça, ce soit égal à quelque chose. Enfin bref. Donc, donc ça a bien fonctionné. User 2 c'est bien enregistré avec le bon mot de passe, passe 2. Il n'est pas banni, il n'est pas premium. Et la date de registration, c'est bien le 25-06 à 11h05. Voilà. Maintenant, on va aller dans Register Case. Et on va voir, voilà ici, ABCDE. Le user, c'est user 2, parce que ça a bien été enregistré. Donc c'est cette ligne-là qui a fait cette modification-là. Donc voilà, donc la fonction register fonctionne très bien. Donc voilà, c'est bon en fait, hein, on a créé toute la classe, là, toute la classe action est prête. La fonction connect qui permet de se connecter, qui prend l'utilisateur et le mot de passe et qui renvoie une erreur si jamais le mot de passe incorrect ou si jamais il est banni, et sinon OK avec le premium. Et la fonction register qui a plusieurs conditions avant de pouvoir enregistrer l'utilisateur. La première condition c'est que la clé existe, qu'elle n'est pas utilisée et que l'utilisateur n'existe pas déjà. Et ensuite elle fait inscription et elle renvoie OK registered. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir maintenant récupérer les informations de la page. Là bien sûr on va pas mettre ça à la main à chaque fois, on peut pas. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à la place de ça, de ça et de ça, on récupère des informations avec la méthode get. C'est ce qu'on avait mis ici. Voilà, c'est ce qu'on avait mis sur le slide juste avant. Donc pour faire ça, ce sera tout simplement avec la variable get. Donc si je fais un get action par exemple, on va faire un écho de ça. On enregistre. Oui, c'est la variable get, le tableau action. Donc si j'écris, alors j'ai fait une petite erreur encore. Ouais, j'ai pas mis de point virgule. Voilà. Là, j'utilise. Là, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que euh, la, la variable action ne contient rien du tout. Maintenant, pour envoyer des informations get à une page, une page internet, on va mettre un point d'interrogation et là on va mettre les arguments qu'on veut donner au programme. Donc là je vais pouvoir mettre par exemple user égale shy et password égale 1, 2, 3. Mais nous ce qu'on veut c'est action pour l'instant. Si je fais action égale
test, on voit bien que ça a écrit test. Pourquoi? Parce que ça a récupéré la valeur de action ici et ça l'a écrite. Et d'ailleurs, par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous prenez une vidéo au hasard, voilà, par exemple celle-là, on voit bien que YouTube accède à la page Watch, bon, c'est pas vraiment une page, c'est tout un fichier, enfin tout un dossier où il y a plein de trucs dedans. Mais en gros, elle accède à la page et elle envoie comme valeur V par la méthode get. Et V en fait c'est l'idée vidéo en fait. Et en fait la page PHP elle le reçoit à peu près de la même façon qu'ici. Donc ce qu'on va faire c'est que rappelez-vous la page PHP prend plusieurs paramètres. Donc on va tous les stocker dans des variables. Donc le premier c'était l'idée de session, rappelez-vous, session ID. On va le stocker. Donc hop, session ID, voilà. Le deuxième, c'est action. Alors, on va pas le nommer action puisqu'il y a déjà la variable action qui existe ici. On va mettre action get égale get action. Voilà. Et après, c'est à peu près la même chose pour les autres. Alors, ensuite, il y avait l'utilisateur, le mot de passe et la clé d'inscription. Donc, register. Ok. Voilà. User, c'est user. Password, c'est password. Et voilà. Donc là, c'est bon. Là, toutes les informations qui vont être envoyées à la page ici, là. Donc, on peut en avoir plusieurs, bien sûr, avec là. Toutes les informations qui vont être envoyées ici, là, on va les récupérer dans ces variables-là. Et ensuite, on va travailler avec cette variable pour appeler la bonne fonction, donc soit la fonction connect, soit la fonction register, avec les bons paramètres. Donc une fois qu'on a fait ça, le truc qu'il faut faire avant, c'est de vérifier si l'idée de session est bien renseignée. On va tout simplement faire if empty de session id. Donc si jamais la variable session id est vide, alors, comme tout à l'heure, die, et on va mettre error euh, invalide session id. Hop, voilà. Donc si jamais session id est vide, j'ai fait une petite erreur, voilà, alors on affiche cette erreur là. On va faire un petit test. Donc là si j'exécute, hop, voilà, erreur, invalide session id. Et si je mets un session id, n'importe quoi, alors ça marche. C'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir appeler la fonction, soit la fonction connect, soit la fonction register en fonction de ce qu'on va donner dans action. Donc on va aller juste après, on va créer déjà la classe action. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est si action get égale à connect, c'est-à-dire que si j'ai fait action ici égale à connect, ça veut dire que je vais devoir me connecter et donc ça va passer ici. Donc c'est bon. Donc si jamais l'action c'est un connect, alors je vais tout simplement stocker la valeur de retour de connect ici dans une variable qu'on va appeler response. Donc ça va être la fonction connect ici. Donc pour faire ça, on va mettre action, celle qui est juste ici, une flèche connect. Les paramètres qu'on va devoir de donner, c'est user password, c'est tout simplement user et password qui est ici, voilà. On exécute, enfin on met un point virgule, et là c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire de gestion d'erreur sur l'utilisateur et le password, puisque même s'il ne met rien, c'est la fonction connect qui va s'en charger qui va charger de bien vérifier que l'utilisateur existe ou pas. Donc là c'est bon. Pareil pour l'enregistrement, donc pour la fonction register. Donc else if action get est égal à register, alors réponse est égale à action register. Et là, les arguments qu'il faut lui donner, donc c'est le user, pareil, le password et la clé d'inscription qui est ici. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On peut maintenant écrire. Bon, juste avant, il faut aussi rajouter une petite gestion d'erreur si jamais il n'y a pas d'action. Donc si jamais, enfin else, donc si jamais c'est ni connect ni register, alors on va tout simplement faire un response égal à error no action. Voilà. Donc on peut tester. Avant de tester, on va juste faire un echo bien sûr de la réponse.
pour voir si tout ça fonctionnait. Donc si je mets juste idée de session, j'ai pas uploadé, c'est bon. Si je mets juste idée de session, voilà, erreur, alors il y a une petite erreur, on va voir pourquoi. Attends, normalement c'est pas normal. Euh, non, je vérifie. Ouais, normalement c'est bon. J'ai pas pourri une petite erreur. On va retester. Ah non, mais non, je suis bête. Action connect, j'ai mis, c'est normal. Si je mets n'importe quelle action, on va voir que normalement il y aura marqué no action. Bon, ça a un petit peu bugué. Voilà, no action. Si je mets aussi, si je mets pas d'action directement, pareil, no action. Pourquoi? Parce que c'est ni connect ni register. Si je mets connect, donc et action égale à connect, alors là il va tenter de se connecter. Là j'ai mis ni utilisateur ni mot de passe. Du coup, user not found, pourquoi? Parce que l'utilisateur n'existe pas. J'en ai mis aucun. Maintenant, si je fais et user égale à n'importe quoi, voilà, user not found toujours. Par contre, si je mets shy, incorrect password. Pourquoi? Parce que il a compris que shy existait, qui était ici, que l'utilisateur shy existe, il est là. Et du coup, il va tenter de se connecter avec le mot de passe. Sauf que le mot de passe, j'en ai mis aucun. Donc, on va mettre password égale 1, 2, 3 par exemple. Sauf que le mot de passe, bah là c'est bon du coup, puisque le mot de passe c'est bien 1, 2, 3, parce que c'est ce qui correspond au MD5 de 1, 2, 3. Et du coup ça a marché, il m'a envoyé OK avec 1 parce que je suis premium. Si jamais je m'enlève le premium, je me mets 0 et que j'actualise, je fais la même requête, ça met 0 ici. On va me remettre premium puisqu'il faudra faire plein de tests après. On va tester maintenant le register. Register. Si je fais juste register, il me met un valid key, c'est normal. On va maintenant lui mettre une register key. On va lui mettre un AB, ABCDE. Et du coup voilà, key already used. Pourquoi? Parce que la clé ABCDEF, ABCDE plutôt, est déjà utilisée. Si j'enlève, hop, et que je mets un utilisateur, par exemple, user égale à shy, là la clé est valide, mais l'utilisateur existe déjà, donc je ne peux pas le créer. Après, je peux mettre un nouvel utilisateur pour faire un nouveau, pour insérer une nouvelle donnée. Bon, ça, j'ai testé tout à l'heure, on n'a pas besoin d'utiliser. Donc là, tout est bon, sauf une seule chose, c'est que vous voyez bien que quand on essaie quelque chose, on va juste le mettre voilà ici, quand on reçoit une donnée, ici, elle est écrite en clair. Et du coup, rappelez-vous dans la petite animation au début, c'est que cette information-là, elle va se balader en fait tranquillement et que n'importe qui pourra y accéder, pourra la modifier, etc. Donc il va falloir la crypter. Alors pour la crypter, ce sera juste une toute petite, enfin une fonction à rajouter et une petite ligne en plus à rajouter, enfin une petite fonction à rajouter qui sera ici. On va pas écrire la réponse directement, on va écrire cette réponse-là mais cryptée. Pour la crypter, alors il y a plusieurs méthodes de cryptage, vous utilisez celle que vous voulez. Il faut bien une méthode de cryptage qui est compatible, enfin dont la fonction existe en PHP et en .NET pour que vous puissiez crypter dans la partie PHP et décrypter de l'autre côté en .NET. Alors, pour crypter, alors la fonction PHP, la fonction RC4 plutôt, c'est parce qu'on va utiliser une fonction RC qui s'appelle RC4. Je vais vous la donner. Elle est ici, voilà, on va la copier, on va tout simplement l'ouvrir directement. Elle est ici, on la copie et on va la coller, on va la mettre ici. Voilà. On enregistre et du coup, la fonction RC4, elle est prête, on peut l'utiliser. Elle prend en paramètre une clé et une chaîne de caractères qui doit être cryptée. Elle retourne simplement le message crypté. Donc on va tester. On va tout simplement écrire, au lieu d'écrire réponse directement, on va écrire RC4. Réponse c'est le message. Et la clé, donc là ça va être la clé. On va mettre qui on va mettre. La clé, ça tout simplement l'idée de session. Ici. Hop. On enregistre. Et du coup là on va tester maintenant. On voyait bien, on va uploader le fichier. On voyait bien qu'avant, il affichait le message en clair. Maintenant, si j'actualise, il affiche le message crypté. Oui, ça c'est du message crypté. Et si j'essaie de décrypter ça avec la fonction de décryptage, alors il y aura bien un OK 1 de l'autre côté qui va sortir. Du coup là, tout est bon. Le fichier action.php est bon. On a tout géré. Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à faire, hein, c'est bon. On a géré la connexion, l'enregistrement. On a fait en sorte que, enfin, on a géré toutes les erreurs, il y a à peu près toutes les erreurs. On va bien vérifier qu'il y ait 9 erreurs ici. Alors, il y a invalide session ID, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bon. On a tous les messages d'erreur.
Tout est géré, la gestion d'erreur. Si jamais on met rien du tout, si jamais j'appelle la page sans rien, il me met voilà invalid session ID. Alors là par contre, ouais non c'est bon. Bah du coup je pense que c'est bon, hein. Il y a pas de, ouais, il y a pas de choses à faire. Après bien sûr ça on aurait pu le crypter aussi, mais bon on va pas, ça sert à rien de le faire. Enfin on peut le, parce que bon, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut, enfin on s'en fout un petit peu de le crypter. On peut aussi mettre le RC4 ici, mais bon vu qu'il n'y a pas de session ID, on peut pas bien le crypter parce qu'il pourra pas le décrypter de l'autre côté de l'autre. Donc c'est bon. Donc là on va tester une dernière fois en mettant un session ID. On va mettre le session ID 1, 2, 3 pour que la clé du RC4 soit 1, 2, 3. Ouais, je me suis trompé. Non, c'est bon. Voilà, donc là, on a eu un message. Bon, après, ce message, on pourrait essayer de le décrypter sur Internet avec des fonctions de décryptage RC4, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment le vrai message. Il y a des caractères bizarres et tout, donc si je copie, je suis pas sûr que ça va bien copier le message. On pourrait tester, mais bon. Bon, en tout cas, voilà, le fichier accent.php est prêt. On l'a bien hébergé sur le serveur, tout fonctionne. Le serveur contient bien ce fichier-là qui va permettre de gérer la connexion et l'enregistrement. Donc dans la vidéo de juste après, donc la partie juste après, on va s'intéresser à la partie VBNet, à celle qui va appeler ce script-là. Là, il faut que je vous dise une chose, c'est qu'on a vraiment fait, on va dire, 80% du travail sur le programme de connexion. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le fichier accent.php qui va tout gérer. C'est-à-dire qu'on va on va juste lui donner user, password et register key, session ID, etc. Et après il se démène, il fait tout son travail, il nous renvoie toutes ces petites erreurs. Le fichier VB il va faire que appeler cette page-là. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve donc dans la vidéo juste après pour s'occuper de la partie VB. Allez, salut!